Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. À la présentation, moi-même, Michel Iradukunda. La présidente de la Cour suprême, honorable Domitille Mokanaganzwa, a procédé à la prestation de serment de Gaspard Musonela, nommé commissaire au sein de la Commission nationale électorale. Au cours de cette cérémonie officielle, la présidente de la Cour suprême a rappelé au nouveau commissaire l'importance du commissaire, l'importance d'exercer ses fonctions avec professionnalisme, intégrité et sens des responsabilités. Elle a également encouragé à collaborer étroitement avec les autres membres de la commission afin d'assurer l'accomplissement efficace des missions confiées à cette institution clé dans l'organisation des processus électoraux du pays. Gaspard Musonela a été nommé à ce poste par le Conseil des ministres du 28 janvier dernier avant d'être approuvé par le Sénat le 5 février à l'issue de l'examen de son parcours et de ses compétences. Doté d'une expérience significative dans l'administration publique, il a notamment occupé les fonctions de secrétaire permanent au ministère de la fonction publique et du travail. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par la volonté continue de renforcer la transparence et l'efficacité du système électoral rwandais. Et ce mardi, par visioconférence, le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva a représenté le président de la République, Paul Kagame, lors de la 43e réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement chargé de l'orientation stratégique de l'Agence de développement de l'Union africaine. À cette occasion, Dr Justin Nsengiyumva a souligné que l'Afrique doit poursuivre avec détermination la mise en œuvre de ses programmes de développement. Il a insisté sur le fait que si la coopération internationale demeure essentielle, les financements extérieurs ne devraient pas dépasser de manière significative la contribution propre des États membres de l'Union africaine. Selon lui, cet équilibre est crucial dans le processus de réforme de l'Union africaine et dans la volonté partagée par les pays africains de renforcer leur autonomie, leur dignité et leur capacité à compter d'abord sur leurs propres ressources. Le Premier ministre a également rappelé l'importance d'accélérer les initiatives visant l'intégration économique du continent, l'industrialisation, la transformation structurelle des économies africaines, ainsi que le développement durable, autant d'axes prioritaires portés par l'ODA-NEPAD. Par ailleurs, au cours de cette réunion, le président angolais Haola Lourenço a été élu nouveau président du comité d'orientation des chefs d'État et du gouvernement de l'ODA-NEPAD. Il succède au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, marquant ainsi une nouvelle étape dans la conduite stratégique des programmes de développement de cette institution panafricaine. Et l'Assemblée plénière de la Chambre des députés a demandé au ministère de l'administration locale de présenter au Parlement, dans un délai ne dépassant pas 3 mois, des solutions concrètes pour remédier au manque de spécialistes en santé mentale dans les centres de réhabilitation ainsi qu'à l'insuffisance d'enseignants en formation professionnelle et technique dans ces établissements. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Un rapport de l'auditeur général des finances publiques, publié au début de l'année 2025, révèle que plus de 19 000 personnes ayant manifesté des comportements perturbés à l'ordre public ont été prises en charge dans des centres de réhabilitation au cours de l'année 2023-2024. Parmi elles, plus de 11 000 ont bénéficié de formations professionnelles et techniques. Les lauréats de ces formations ont ensuite été mis en relation avec des opportunités d'emploi leur permettant ainsi d'amorcer un processus de réinsertion et d'autonomisation. Quand je pense à mon avenir, je me dis qu'il sera meilleur. Le métier que j'ai appris, je l'aime parce que je l'ai choisi volontairement. Je veux réussir pour moi-même et pour mes parents. Cependant, le rapport de l'auditeur approfondi met également en lumière une augmentation préoccupante du nombre de personnes admises dans ces centres durant l'exercice 2023-2024. Cette hausse atteint 92%.
Le nombre de personnes envoyées dans les centres de réhabilitation a augmenté de 92%, passant de 3 886 en 2020-2021 à 7 461 en 2023-2024. Cette situation s'explique notamment par l'absence de mécanismes solides de prévention des comportements déviants. Il n'existe pas non plus de dispositifs efficaces pour empêcher les bénéficiaires des formations de retomber dans les mêmes comportements. Entre 2020 et 2024, 5 025 personnes formées dans ces centres y sont retournées entre 2 et 12 fois pour récidive. Cette situation est liée à plusieurs facteurs, notamment l'insuffisance d'analyse approfondie des causes de la récidive, le manque de suivi après la sortie des centres et l'insuffisance des dispositifs de réinsertion sociale. D'autres défis soulevés par ce rapport ont été examinés par la Commission des affaires sociales. Il s'agit notamment de l'absence de mécanismes durables pour prévenir la récidive, du nombre insuffisant d'enseignants en formation professionnelle et technique, avec un ratio alarmant d'un enseignant pour 177 apprenants, et du manque de spécialistes en santé mentale dans ces centres, alors même qu'ils jouent un rôle fondamental dans le processus de réhabilitation. Lorsqu'ils arrivent ici, nous commençons par les écouter attentivement. Chaque personne a son histoire et ses propres raisons d'être ici. Nous procédons ensuite à une évaluation initiale individuelle afin d'identifier la cause principale de sa situation. Le travail s'organise en 3 étapes. Un accompagnement individuel, des séances en petits groupes et des sessions collectives axées sur le changement de mentalité et la transformation des comportements. Issue des discussions, l'Assemblée plénière de la Chambre des députés a adopté des recommandations de la Commission des affaires sociales. Elle demande au ministère de l'administration locale de présenter, dans un délai maximal de 3 mois, un plan détaillé pour résoudre le problème du manque de spécialistes en santé mentale ainsi que celui de l'insuffisance d'enseignants en formation professionnelle et technique dans les centres de réhabilitation. De son côté, le ministère de la Jeunesse et du Développement artistique est appelé à soumettre au Parlement des stratégies claires pour accompagner les jeunes et à achever leur formation dans ces centres, afin de prévenir toute rechute dans les comportements perturbants de la société. Et la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a affirmé qu'elle a encore beaucoup de choses à apporter à l'OIF. Madame Louise Mushikiwabo a évoqué dans une interview accordée à Jeune Afrique. Jean Damascène Manichimi nous en dit plus. Dans un entretien avec Jeune Afrique, la secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a abordé plusieurs points, notamment sa décision de briguer un 3e mandat, évoquant son engagement continu ainsi que des priorités encore inachevées. Il a évoqué les réformes menées durant ses premiers et 2e mandats, en particulier la transformation de la gouvernance interne et le processus de décentralisation. Il a souligné les réformes financières réalisées sous son leadership, notamment l'augmentation des contributions statutaires, la réduction des arriérés et les efforts visant à renforcer l'autonomie financière de l'OIF. Louise Mushikiwabo a également souligné le soutien qu'elle a reçu de plusieurs États membres de l'organisation, tant du Sud que du Nord, en faveur de sa candidature renouvelée. Ce point est corroboré par le Dr Molisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, qui affirme que son pays, la Guinée, figure parmi ceux qui ont soutenu la candidature de Louise Mushikiwabo à un 3e mandat à la tête de l'OIF. Notre organisation commune, l'OIF, a pu naviguer de façon parfaite dans les eaux troubles aujourd'hui des agitations au niveau international. Et l'OIF est presque l'une des seules organisations qui ont pu tenir face à toute cette agitation sociale, économique et politique à travers le monde. Donc la Guinée a proposé que cette gouvernance de l'OIF puisse continuer pour que l'OIF continue à tenir sa place dans le monde.
La secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, a fait un travail excellent. Et cela est reconnu par toute la communauté internationale, particulièrement par l'OIF, les pays membres de l'OIF. Elle a pacifié notre organisation, elle l'a placée sur orbite et elle a trouvé des innovations dans la gestion des crises politiques en Afrique. Ça, c'est un acquis pour l'OIF et donc c'est le lieu de féliciter la secrétaire générale pour ce travail excellent qu'elle a pu mener à la tête de notre organisation. Sous le leadership de Louise Mushikiwabo, l'Organisation internationale de la francophonie a connu une transformation structurelle et stratégique marquée, entre autres, par une gouvernance plus lisible et orientée vers des résultats, des programmes emblématiques à fort impact, les femmes, la jeunesse et le numérique, une francophonie plus économique, plus inclusive et plus tournée vers l'avenir. Louise Mushikiwabo a contribué à faire évoluer la francophonie d'un espace principalement institutionnel et symbolique vers une organisation d'action, d'opportunités et d'impact concret en phase avec les attentes des États et des populations francophones. Et toujours en parlant aussi de diplomatie, les ressortissants brésiliens vivant au Rwanda ont indiqué que les bonnes relations entre les deux pays constituent l'une des principales raisons pour lesquelles ils se sentent bien accueillis au Rwanda, tout en favorisant le développement des investissements entre les deux nations. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Milton Adriano est un ressortissant brésilien installé au Rwanda depuis 10 mois, où il travaille dans le secteur de la construction. Il affirme apprécier son séjour au Rwanda, notamment la qualité de sa collaboration avec les Rwandais. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication des briques. J'ai été sollicité par l'usine qui a mis en place ce projet parce qu'elle connaissait déjà mon travail. Entretenir des relations avec les Rwandais a été une très belle expérience. J'ai été très bien accueilli. Pour mon avenir, j'ai déjà pris la décision de rester ici. Je souhaite poursuivre mon projet et mon rêve de construire une grande usine de briques performante et offrant une qualité de 100%. Cette bonne attente est également confirmée par les Rwandais qui y travaillent quotidiennement à ses côtés et qui témoignent des connaissances qu'ils acquièrent grâce à cette collaboration. Ce ressortissant brésilien possède une expertise particulière car les machines que nous utilisons pour fabriquer les briques proviennent de son pays. Il est venu en tant qu'expert. Chaque jour, nous travaillons ensemble et tout ce qu'il fait, nous l'apprenons rapidement. Le jour où il repartira, nous resterons ici, capables de continuer le travail, que ce soit sur les machines ou d'autres domaines. C'est aussi quelqu'un de bien, toujours prêt à répondre aux questions. Les étrangers savent pourquoi ils viennent et nous devons apprendre d'eux, notamment le respect des horaires de travail. C'est une expérience unique car elle nous permet de découvrir des méthodes de travail que nous ne connaissions pas. Ils ont une longue expérience avec cette technologie de fabrication des briques et nous ont beaucoup appris. Cela nous motive dans notre travail, nous aide à aimer ce que nous faisons et à mieux apprendre le métier. À l'école, nous n'acquérons pas toujours ce type de compétences pratiques, d'où l'importance d'apprendre auprès de personnes expérimentées. Cette coopération positive se renforce davantage avec l'arrivée progressive de différents investisseurs brésiliens au Rwanda, comme l'a confirmé Georges Viana, président de l'Agence brésilienne de promotion des investissements et du commerce. Le Rwanda continue de renforcer sa réputation sur la scène internationale. En tant que Brésil, nous estimons qu'actuellement le Rwanda offre un environnement plus favorable que beaucoup d'autres pays africains pour les entreprises et les investisseurs brésiliens. Il y garantit la sécurité juridique, la stabilité économique et politique, ainsi qu'un cadre complet de protection des investisseurs. En d'autres termes, toutes les conditions nécessaires pour attirer les investissements brésiliens sont déjà réunies. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'identifier les institutions et les groupes désirés d'investir ici, tout en renforçant les échanges commerciaux entre le Rwanda et le Brésil. L'ambassadrice du Brésil au Rwanda, Irène Vidagara, affirme également la volonté de renforcer cette coopération, soulignant que le Rwanda est un partenaire stratégique dans le cadre de coopération internationale.
À ce stade, nous considérons le Rwanda comme un partenaire important dans les domaines du multilatéralisme. Le Rwanda occupe une position forte sur plusieurs sujets et constitue un bon exemple de ce qu'un pays africain peut accomplir. Il serait très bénéfique que nos institutions économiques viennent observer les progrès réalisés par le Rwanda au cours des 30 dernières années, afin d'identifier les opportunités de collaboration dans les secteurs tels que l'agriculture, l'investissement et des autres domaines. Le Rwanda offre de nombreuses opportunités commerciales et nous avons la capacité de devenir des solides partenaires. De son côté, le directeur général de Rwanda Development Board, RDB, Jean-Guy Africa, a récemment assuré aux investisseurs brésiliens que le Rwanda est prêt à les accompagner en fait de surmonter tous les obstacles éventuels. Considérez le Rwanda comme une porte d'entrée facilitant l'accès au marché de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. C'est également un environnement idéal pour lancer un investissement, car en seulement 6 heures, toutes les démarches nécessaires peuvent être accomplies. Je vous invite à essayer ce que je dis et je suis convaincu qu'aucun d'entre vous ne regrettera de collaborer avec nous. Le gouvernement rwandais s'est engagé à faciliter au maximum les investissements. Aujourd'hui, nous avons centralisé les services de plus de 20 institutions, offrant de plus de 400 services en sein de RDB. L'objectif est qu'un investisseur trouve tout ce dont il a besoin en un seul endroit. Nous souhaitons bâtir un pôle durable entre le Rwanda et le Brésil. Un pôle d'investissement innovant, créateur d'emplois et générateur de valeur ajoutée pour les deux pays. Actuellement, le Rwanda compte environ 40 secteurs privés. Et les habitants de la ville de Kigali ont bénéficié de toutes des routes commerciales et affirment que ces infrastructures ont contribué au développement. Ceux qui n'en disposent pas encore souhaitent également en bénéficier. Les détails toujours avec Jean-Benoît Michel. Nous sommes dans le centre communément appelé Radar, relié à Busanza, Kagarama, dans le secteur de Kanombe. C'est ici que réside Mounana Jean. Ce parent de famille soit satisfait des progrès apportés par la construction de la route dans son quartier. La vie a beaucoup changé. Ce centre a été réhabilité car auparavant, il était en mauvais état, avec des commerces peu structurés. Aujourd'hui, tout est organisé et les activités commerciales sont bien développées. Kaburembe a connu une réelle évolution. De nouvelles maisons ont été construites. Moi-même, j'y ai désormais une maison et les revenus que je perçois me suffisent. Je vis aujourd'hui dans de bonnes conditions. D'autres habitants soulignent que dans leur quartier, certaines infrastructures essentielles n'ont pas encore été mises en place. Certains réclament l'aménagement des routes, tandis que d'autres dénoncent des problèmes causés par des travaux mal réalisés, notamment les dégâts liés aux ondes de pluie. C'est difficile. Lorsqu'il pleut, la situation devient très compliquée ici. Même les motards refusent de nous déposer à domicile et s'arrêtent sur la route pour dormir. Lors de la construction de la chaussée, les canalisations d'évacuation des eaux venant des habitations étaient négligées. Seules celles longeant la route principale ont été présentées. Les risques sont réels. Quand il pleut, comme ces derniers jours, la route devient glissante. Les enfants tombent, les blocs peuvent se détacher et blesser quelqu'un. Les personnes âgées ont du mal à passer. Pour nous aussi, c'est un problème. Lorsque l'eau s'accumule en grande quantité, nous devons parfois contourner la zone pour éviter les inondations. Une délégation de députés et membres de la Commission de l'économie et du commerce a effectué une visite sur certains axes routiers, notamment les routes Rebero, Chumbati, Segem et Kagarama, Kumuyangi et Busanza. Les parlementaires ont salué les progrès réalisés dans la construction des infrastructures, tout en promettant de plaider pour la résolution des insuffisances constatées. Lors de notre visite, nous avons inspecté plusieurs projets, notamment la route Kagarama, Muyange, Busanza, en chantier depuis un certain temps.
Les habitants avaient signalé qu'elle n'était pas encore praticable, mais nous constatons avec satisfaction que les travaux sont en phase d'achèvement. Nous avons également examiné la route CGM Tiumbati et les vélos qui rejoint le canal de Guamara. Un autre problème majeur concerne les eaux en provenance de les vélos qui ont creusé d'importants ravins. En tant que représentants des citoyens, nous allons poursuivre les échanges avec les institutions concernées car nous savons que chaque problème a des responsables et des solutions. Nous restons mobilisés pour que cette situation soit résolue. Le gouvernement du Rwanda indique que parmi les priorités du deuxième programme national de transformation et d'accélération du développement NCT2 figure la construction et la réhabilitation de plus de 300 km de routes au niveau national ainsi que plus de 500 km de routes commerciales. L'objectif est de faciliter aux agriculteurs et aux commerçants l'acheminement de leurs produits vers les marchés et de stimuler davantage le développement économique. Et l'indice de perception de la corruption en 2025, publié aujourd'hui par Transparency International, a révélé que le Rwanda a réalisé des progrès dans la lutte contre la corruption en atteignant son score le plus élevé jamais enregistré, soit 58% contre 57% en 2024. Grâce à cette performance, le Rwanda se maintient à la 3e place en Afrique subsaharienne. Elle conserve sa première position en Afrique de l'Est et progresse au 41e rang mondial contre la 43e place en 2024. En Afrique, le Rwanda et le Botswana occupent conjointement la 3e place avec un score de 58%. Derrière les Seychelles, première avec 68% et baisse par rapport à 72% en 2024. Et le Cabo-Verde, deuxième avec 62%. En Afrique de l'Est, le Rwanda arrive donc en tête du classement, suivi par la Tanzanie, 84e avec 40%. Le Kenya, 130e avec 30%. L'Ouganda, 148e avec 25%. La République démocratique du Congo, 163e avec 20%. Et le Burundi, 167e avec 17%. Le score de 58% obtenu par le Rwanda à l'IPC 2025 marque la première progression consécutive sur 4 ans du pays dans l'indice 51% en 2022, 53% en 2023, 57% en 2024, 58% en 2025 et représente son meilleur score et son meilleur classement jamais atteint. Auparavant, les meilleures performances du Rwanda étaient de 54% lors de 3 éditions précédentes, 2015, 2016 et 2020, 56% en 2018 et 57% en 2024. Les meilleurs classements mondiaux du Rwanda avant 2025 étaient la 43e place en 2015 et 2024, ainsi que la 48e place en 2017 et 2018. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a indiqué que la lutte contre la corruption nécessite des actions concrètes au-delà des textes. Cela intervient un jour après que l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International a révélé que la corruption demeure un problème grave en Afrique subsaharienne où se situent plusieurs pays francophones. Le point avec Jean Damascène Malchim. L'Organisation internationale de la francophonie déplore ces dernières années la recrudescence des crises politiques et sécuritaires dans le monde francophone, ce qui, pour certains, s'explique par la corruption qui mine tout développement possible dans l'espace francophone. D'après la Banque mondiale, dans l'indicateur de la bonne gouvernance publié récemment, plusieurs pays de l'espace francophone sont encore à un niveau très bas dans la lutte contre la corruption, même si cet espace compte aussi les pays qui ont réalisé de très grands progrès. Nous avons 4 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui font montre d'une très grande efficacité dans la lutte contre la corruption, qui sont la Suisse, donc c'est la Suisse, et ça fait plaisir que son Excellence le Président était là, c'est aussi les Seychelles, mais c'est aussi le Luxembourg, et le Canada. Donc nous avons 4 pays qui, dans notre famille, qui sont vraiment très performants. Deuxièmement, la moyenne de la famille francophone se situe en bas des 50%. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup plus à faire que des réussites. Troisièmement, dans la famille francophone,
il y a ce que j'appelle les zones de grande inefficacité. Donc on a 9 pays de la famille francophone qui font partie de ces pays qui ne font pas même 10% d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Et malheureusement, 7 de ces 9 pays se trouvent en Afrique. Et les 2 qui ne sont pas en Afrique, c'est le Haïti et je crois le Cambodge. Et les autres du continent africain, vous y trouverez le Burundi, les 2 Congos, vous y trouverez aussi bien d'autres, la République centrafricaine et bien d'autres. La corruption est un fléau qui mine l'évolution de l'humanité tout entière et ses conséquences sont dévastatrices sur la vie entière des pays et il est urgent d'agir. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, indique que les échanges d'expériences entre nations peuvent permettre au monde entier d'évoluer vers un monde libéré de la corruption. Tout d'abord, le fait qu'il y a une nécessité d'impulsion politique, au-delà des textes. Parce que beaucoup de nos pays ont tout ce qu'il faut dans nos textes fondamentaux, dans la loi, mais l'impulsion politique par l'action. Ça, je pense que c'est vraiment un des meilleurs enseignements. Ensuite, l'importance pour les États d'institutionnaliser la lutte contre la corruption. L'importance de créer des voies qui sont claires et qui signalent la corruption. Troisièmement, encourager la concertation au niveau national, que la lutte contre la corruption soit une tâche nationale qui n'est pas réservée que à l'auditeur général, à la justice, mais que ce soit qu'il y ait même une approche didactique, qu'on en parle, qu'on n'ait pas peur d'en faire un sujet de préoccupation au niveau national, d'où une certaine coordination aussi. Quatrièmement, qu'il faut garantir les canaux d'utilisation. Je pense que quand on sait que personne n'est intouchable dans un système, ça aide aussi. Et parfois, quelques exemples suffisent pour dissuader. Donc, la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, qui va aussi avec la protection des personnes qui signalent la corruption. Parce que c'est souvent un moyen de dissuader ceux qui luttent contre la corruption. Et en tout dernier lieu, garder en ligne de mire le bien-être des citoyens. D'où l'importance de les associer. La lutte contre la corruption ne peut pas être une affaire des institutions qui sont créées, qui sont désignées, mais ça doit être un exercice qui vise à améliorer le bien-être des citoyens. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.